משה, עומר, אני רוצה לרקוד. L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes avec l'émission L'Averad, l'émission du consistoire israélien de Marseille, l'émission de votre consistoire. Tout d'abord un grand merci pour l'écoute que vous nous apportez. Donc tous les mercredis, je sais que vous êtes très nombreux à écouter cette émission. Et pour ceux qui ne peuvent pas l'écouter le mercredi, sachez que sur le site radiojm.fr, vous allez dans les podcasts vidéo et vous retrouvez toutes les émissions de la radio. Évidemment, L'Averad, l'émission que j'ai le plaisir et l'honneur d'animer depuis maintenant près de 10 ans d'ailleurs. Et merci pour tous vos petits témoignages, vos gentillesses, vos retours, ça nous fait toujours plaisir, ça nous fait chaud au cœur et ça nous donne envie de continuer. Malheureusement, nos otages sont toujours otages. La guerre, malgré ce qu'on entend, n'est pas finie. Et donc, pour se donner un petit peu d'espoir, depuis le 7 octobre, nous commençons cette émission avec quelques notes de musique de Eyal Golan, Am Israël Chai. Merci, Amy. Am Israël Chai, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא עבדה אמונה. Donc, écoutez, en préambule, avant même de présenter nos invités, déjà un monsieur que j'aime beaucoup, qui va nous présenter une dame que je découvre, mais qui fait un travail énorme au niveau de l'association que l'on va vous présenter. Un petit mot peut-être sur j'ai appris ce matin qu'au Ganami, les enfants de l'âge des enfants Bibas, qui avaient donc 2 ans et 5 ans, ce matin ont tous mis une perruque orange, avec un signe d'espoir, peut-être de vie, je sais pas, je n'ose plus me prononcer là-dessus. Je sais qu'on a vu, d'ailleurs j'aimerais que mes invités peut-être disent un petit mot tout à l'heure, qu'on a vu un peu cette mise en scène au niveau des otages qui ont été libérés, enfin des otages, que quelques otages ont été libérés. Personnellement, ça me fait autant chaud au cœur que froid dans le dos, parce que j'imagine ce qui va se passer maintenant, et je crois qu'il faut faire confiance, voilà. Moi, pour ma part, j'ai décidé de manière à mieux dormir le soir, de faire confiance en Dieu, évidemment, avant tout, et de faire confiance au peuple d'Israël, à l'armée d'Israël, et aux décisions qu'ils prennent. Voilà, si Dieu veut, au fur et à mesure des semaines, on aura de plus en plus de bonnes nouvelles. Voilà, je reviens donc sur le sujet de l'émission. Aujourd'hui, je reçois mon ami, le Rav Michael Rosenthal. J'ai plus besoin de vous le présenter, c'est le monsieur de Beyachad, donc il va vous en parler mieux que moi. Et il est venu avec une dame que je découvre, qui prend des grandes responsabilités donc au niveau de l'association, donc Lisa Chamak, si j'ai bien retenu votre prénom et votre nom. Donc Michael, je te laisse présenter Lisa, et après on va parler un peu des projets de Beyachad. Oui, voilà. Merci à la radio, merci Marc, merci au consistoire, de nous recevoir. On va parler un petit peu de toutes les activités de Beyachad, de ces nouveaux projets. Et je suis ici avec Lisa Chamak, qui est la coordinatrice de notre habitat partagé. Nous avons à La Rose une maison qui reçoit, qui accueille, qui habite, où il habite 7 adultes en situation de handicap. Donc, elle, c'est la coordinatrice et donc aussi les responsables, dans le sens qu'ils sont là tout le temps. C'est pas de 9h à 16h ou de 8h à 17h, comme ça a été le cas il y a quelques années pour Beyachad. Là, elle a une responsabilité non-stop qui, pour Shabbat, Pessah, on a cette Beyachad a pris ses responsabilités, bien sûr, sous l'égide de notre président, Alfred Gage, et tout le bureau, qui, voilà, grâce à Dieu, vous allez parler avec elle, vous allez parler avec nous, les jeunes, ils sont très contents là-bas. Alors Lisa, donc on va te laisser te présenter évidemment, en tout cas Kol Hakavod pour le travail que tu fais, parce que ces enfants qu'on appelle les enfants extraordinaires, Exact. C'est des enfants qui sont hors normes, mais qui sont tellement attachants. Grâce à Michael, j'ai eu l'occasion de les rencontrer plusieurs fois. Mais malgré tout, c'est quand même une tâche difficile. Il faut avoir un cœur gros comme ça, je pense, pour faire ce que tu fais. Donc, je vais te laisser présenter peut-être cette maison qui existe depuis 1 an. Il y a 1 an qu'on a fait l'inauguration, oui, c'est ça? Un peu plus, oui. Un peu plus d'1 an, d'accord. 1 an et demi. Donc, nous parler donc 1 an et demi après, qu'est-ce qui est devenu ce beau bébé? D'accord. Oui, donc c'est un habitat partagé, donc comme l'a dit Michael, pour 7 personnes en situation de handicap. On a un accueil, donc H24, le jour, la nuit.
Voilà, on essaye de créer une cohésion exceptionnelle comme eux, entre guillemets, de faire de cet habitat une grande famille et de faire en sorte que tout le monde se sente bien et chez eux. C'est le but, voilà, comme n'importe qui est chez soi. Et voilà, moi je suis fière et honorée de travailler pour une association comme celle-ci. Michael et Shaina me font confiance et c'est un plaisir tous les jours. Voilà, le terrain est... Oui, c'est sûr, c'est difficile, bien sûr, comme chaque métier dans le social, mais quand on aime ça, on le sent pas vraiment passer. Donc, c'est quelque chose que tu avais en toi, ce besoin de t'occuper de ces enfants-là. Je crois. C'est venu tout seul. C'est quelque chose qui était caché en toi et qui s'est révélé donc avec Beyachad, c'est ça? C'est ça. Moi, à la base, je travaillais avec les enfants. J'étais responsable de centre aéré. Mhm. Et ensuite, j'ai de suite bifurqué, oui, dans le monde du handicap. Et dès que j'y ai touché, je suis restée dedans. C'est un monde exceptionnel. Donc on a besoin de toi pour très très longtemps encore, si tu veux. Michael, on rappelle l'adresse de la Rose de cette maison? Oui, donc en fait, Beyachad, il a 2 adresses. Une adresse à la synagogue de la Rose même, le 29 avenue des Olives, c'est l'adresse du siège, et c'est là-bas aussi qu'on accueille en journée, donc en externat. Il y a après, juste à côté, le 11 avenue des Olives, on a la maison, on appelle ça la Villa Betty Fortuné, où ils habitent les 7 jeunes, et même vous venez aussi au mercredi, on passe les autres jeunes filles aussi là-bas. C'est des majeurs, hein. Là c'est des majeurs. Par exemple, le mercredi, on reçoit des mineurs au 29 avenue des Olives, et les majeurs, ils sont là-bas au 11 avenue des Olives. Tu as dit que la maison s'appelait Bête Fortunée. Je crois que c'est le prénom de la maman d'Alfred, c'est ça? Non. La villa s'appelle Villa Betty Fortuné. Oui. En fait, l'handicap, c'est toujours très compliqué. Et grâce à Dieu, la communauté nous a beaucoup aidés, le consistoire aussi. Et dans cette villa précisément, c'était messieurs Roland Sarfati, oui, avec messieurs Raymond Madar, qui ont acheté la villa avec nous, avec Beyachad, nous ont aidés. Et la maison, donc, elle porte les noms des mamans de messieurs Sarfati et la maman de la famille Madar, la maman des Fortunés, la maman des Raymond. Mais nos parents, même quand ils sont plus là, ils sont toujours là, de toute manière. C'est un devoir de les honorer. Oui. D'ailleurs, je fais une erreur, c'est pas la maman de M. Sarfati, c'est sa femme, c'est la femme de M. Sarfati, elle est à Shalom, voilà. Donc c'est une image de maman, quoi qu'il en soit, qui entoure cette maison. Une question importante quand même, comment vit financièrement Beyachad, Michael, sans barrière, sans scrupule? Oui, non, il n'y a pas de problème, bien sûr. En fait, Beyachad a plusieurs pôles aussi. Ça veut dire qu'il est en pôle mineur, pôle adulte, pôle séjour. Chaque chose, c'est des activités différentes. Des actions différentes. Ça veut dire qu'il est vraiment avec des budgets différents, avec un directeur différent de forme mutualiste, mais c'est vraiment avec un personnel différent, on peut profiter, mais des fois, quelqu'un qui travaille dans un pôle, dans un autre, mais on peut pas mélanger le personnel d'accueil des jours avec le personnel de l'habitat partagé, c'est vraiment des différents. Donc, chaque chose, il a son financement, et c'est vrai que 80% des financements de Beyachad, c'est des dons de privés. Entre 70 et 80%, c'est des dons privés, donc des dons de la communauté, surtout la communauté marseillaise et Paquet. Il a en partie aussi des subventions du Conseil général, du consistoire, du Fonds social aussi, qui est beaucoup avec nous. Et la ville vous aide aussi? La ville, on n'a pas encore la ville qui est avec nous. Ils sont venus nous visiter d'ailleurs, mais on n'a pas encore de subvention de la ville à demander. Il faut le faire. Il faut le faire, voilà. Si tu ne demandes pas, ils te donnent pas. Non. Ça, c'est sûr. Non, mais bien sûr, monsieur Payan, oui, il faut qu'on demande à la ville de Marseille, une magnifique ville. Mais aussi, il y a l'habitat partagé, il y a aussi une participation des parents. Ils ont un loyer qu'ils payent, parce que là, ils habitent là-bas, ils ont la nourriture, ils ont aussi le personnel qui accompagne. Et là, il a quand même, bien sûr, il a beaucoup de frais de la part de l'association, mais les parents, ils ont un loyer à payer, et même on arrange tout le monde, et ça couvre pas tous les frais du tout. Et après, l'État, la MDPH donne des heures de PCH, c'est d'aide à la personne. Avec ça, on mutualise, ils sont là pour garder. Ça couvre pas tout, encore une fois. La force de l'association, c'est que c'est grâce aux dons privés, on peut donner tout ce qui manque. D'accord, donc c'est à travers les galas que vous faites de manière annuelle, et puis les dons qu'on peut faire de manière permanente. Exactement. À un moment, tu venais, je me rappelle, pour la paraja Toldot. Oui, on faisait une levée de fonds, ce qui marchait bien. Ouais. À réfléchir peut-être, non? À réfléchir. Après, c'est vrai qu'on est dans beaucoup de projets. On peut parler de projets de bain. Voilà, on est pas mal occupé. Mais à un certain moment, il va falloir qu'on s'occupe des finances aussi. Oui. Ouais, ça serait important. Lisa, je reviens vers toi. Donc, raconte-nous un petit peu une journée, comment ça se passe là-bas. Donc, on a 7 enfants qui habitent sur place. 7 adultes. 7 adultes. Ah oui, des adultes.
D'accord. Entre 28, le plus jeune, non pardon, 20, pardon, le plus jeune Angie, jusqu'à 56 ans exactement. Donc ce sont des adultes. Des majeurs. Des majeurs, majeurs. d'accord. Et ils ont leur famille qui viennent les visiter régulièrement, j'imagine. Oui, les familles peuvent venir à peu près quand ils veulent. Ah, il n'y a pas d'horaire par rapport à vos programmes, Pas d'organisation. vraiment. Oui, après, voilà, ça dépend des semaines, ça dépend des mois, ça dépend des choses qu'on peut prévoir éventuellement. Mais sinon, si c'est prévu, ils peuvent venir quand ils veulent. Même si c'est pas prévu, hein, on est chez eux, donc la famille vient quand ils veulent. Une journée à l'habitat partagé, alors ça commence à 7h30 le matin. On a des infirmières qui viennent pour aider pour la préparation. Ensuite, certains ont l'accueil de jour, de 9h30 jusqu'à 16h. Il y en a qui y vont, il y en a qui n'y vont pas. Ceux qui n'y vont pas, ils ont des sorties, des activités, ils peuvent rester à la villa. Il faut un peu comme Mais ils sont l'hiver. toujours surveillés, je veux dire, il y a toujours Toujours. une prise en charge quand même. Hein. Il y a toujours une AVS à la villa, donc ça dépend des moments. Le matin, ils sont 2 par exemple. Et à partir de 9h30, 10h, quand ils vont à l'accueil de jour, il n'en reste plus qu'une qui est là pour l'entretien de la maison. Une vraie pour faire les organisation. repas. Une vraie Oui. Ah non, mais c'est beaucoup. Et le soir, ça veut dire à 16h, jusqu'à ils vont dormir, ils sont là, donc ça aussi, ça rentre dedans. Parce que jusqu'à 16h, ils peuvent venir à l'accueil de jour des Beyachad aussi, qui c'est un autre pôle. Mais à partir de 16h, ils sont à la villa, donc il faut faire l'animation, il faut Donc, faire dans la la journée, ils nourriture. peuvent sortir, on peut aller les voir, les sortir avec eux. Je veux dire, les familles peuvent les prendre pour aller faire un repas ou des trucs Oui, comme ça. il n'y a pas de familles qui viennent tout le temps. Justement, c'était un soulagement pour les familles Oui, de bien pouvoir sûr. nous aimer. Alors, ils sont chez eux puisqu'ils ont un bail. Donc, la famille qui veut venir, bien sûr, elle appelle Lisa, elle coordonne avec Lisa, on organise. On a Et entre eux, comment ça se passe? Ah, c'est une bonne question. L'ambiance à la villa, Oui. elle est assez bonne. Après, bien sûr, de temps en temps, il y a des petits aléas, des petites disputes, mais non, l'ambiance est assez bonne. Et ce qui est magnifique à voir dans l'habitat, c'est que tout le monde fait attention à tout le monde. Quand il y en a un qui est pas bien, tout le monde n'est pas bien. Ah, ils sont tous sensibles. Ah, c'est incroyable, ouais. C'est très très beau parce qu'il y a une cohésion familiale exceptionnelle. Et j'imagine que le Shabbat, tout le monde est ensemble et que ça se passe comme ça. Oui. Le Shabbat, bon, justement, il y en a qui rentrent chez eux, justement, en quand même. famille. Mhm. Et pour ceux qui restent, oui, on fait un Shabbat tous les vendredis soirs. On a des bénévoles qui viennent faire la prière avec nous de temps en temps, même très souvent. Le samedi, voilà, on fait aussi... Ils vont à la choule à la rose, des fois. Oui. D'ailleurs, ceux qui veulent faire du bénévolat avec nous, après on va donner mon numéro, celui d'Elisa, visiter les enfants. Aussi, chacun, des fois, il a un savoir-faire. Quelqu'un sait bien cuisiner, donc on va venir cuisiner un bon plat. On va venir faire de la couture, voilà. Donc ça, on est ouvert. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de bénévolat, mais on est ouvert encore de plus. Quelqu'un sait prendre des photos, donc on va faire une formation, on va les apprendre. Vous voyez, il a beaucoup de bénévolat dedans. Et ça, c'est un autre atout, parce que ça les anime, ils sont contents, voilà, ça fait vivre. En tout cas, j'ai eu la chance de visiter cette maison et je me rappelle que les chambres étaient très belles. Je veux dire, elles étaient bien décorées, que les gens ils se sentaient bien déjà. Et ça c'est énorme, c'est énorme. Oui. Mais alors, une maison, ça suffit pas, je crois, Michael. Mm. Je crois que bientôt, il y en a une qui s'ouvre sur Aubagne, on peut en parler. Oui, voilà, on voulait justement en parler de ce projet. Et c'est une des raisons aussi que je voulais venir à la radio. Parce que comme ça, on commence à parler. On est au début du projet. Mais on va, si Dieu veut, créer 2 autres habitats partagés. Donc, deux autres habitats partagés. Ça veut dire habitat partagé, c'est une petite maison où ils habitent chez eux. Dans notre cas, chacun il a sa chambre avec toilette, salle de bain. Une chambre neuve, magnifique, vous voyez. Et les entrepreneurs qui travaillent avec nous, grâce à Dieu, font des choses c'est très très beau. Et C'est rare de dire ça. non, mais grâce à Dieu, voilà, Baruch Hashem, des gens de la communauté, bien sûr, et qui font aussi avec du cœur. Et là, on a prévu une pour 7 adultes en situation de handicap avec une certaine autonomie. Et bien, c'est le même modèle. Ils ont leur chambre avec salle de bain, et la cuisine, et les parties communes. Et on a, grâce à Dieu, encore une fois, M. Sarfati avec M. Mada aussi, Qu'on salue et qu'on remercie de tout Ouais. notre cœur. Hein. Oui, en fait, le handicap, c'est très compliqué. Donc, on a pu avoir une ancienne maison de retraite à Aubagne, Baruch Hashem, et on va la transformer en habitat partagé, 2 habitats partagés. On a parlé de 2600 mètres carrés. c'est Ouais, ça voilà. Après, voilà, il faut quand même exploiter tout ça. Ça me fait peur quand on parle de. Mais, si Dieu veut, il y aura 14 adultes qui vont habiter là-bas, mais dans 2 unités différentes, complètement séparées. Ça veut dire une des 7 adultes avec une certaine autonomie dans un côté, une aile, et une autre aile pour des personnes vieillissantes. Voilà.
avec une certaine déficience aussi. Donc, on pourra accueillir 14 personnes j'ai vu ça, là, c'est le cas en ce moment. On a une personne, justement, en situation de vieillissante qu'il n'y avait pas, je vais pas dire à la rue, mais presque, voilà, toute seule. Donc, on a pu récupérer la villa. In extremis, grâce à Dieu, il révit. La famille, elle est heureuse comme tout, voilà, ils sont très contents. Parce que c'est compliqué de garder quelqu'un dépendant chez toi. Et nous, voilà, il a des équipes, etc. On travaille avec le Kazim, la CAD. Et donc, ça, dans cet endroit en Bain, c'est prévu ça. On accueille des jours en journée avec équithérapie, parce que l'endroit, il a beaucoup d'espace. Donc, on pourra faire plein d'activités, du potager, des plants, voilà, plein d'activités. Et aussi, on accueille pour les enfants, avec accueil des répits, parce que le répit des parents, c'est très important pour accueillir les parents pour des activités avec leurs enfants et faire passer des belles journées à des mineurs aussi. Donc, encore une fois, dans des espaces séparés, parce qu'il faut bien délimiter. D'accord, donc je vois que tout ça est extrêmement bien structuré, puisque donc il y aura les enfants, il y aura les plus jeunes et les moins jeunes, il y aura les personnes âgées, et donc toutes ces personnes ont un handicap. Est-ce que quel que soit l'handicap, on peut participer à Non, c'est une bonne question. Peut-être qu'il n'y a pas des handicaps qui donnent une limite médicale, on va dire, au niveau du suivi, au niveau de l'entretien, au niveau même de la dangerosité, parce que parfois il peut y avoir des gestes violents ou des incompréhensions. Comment vous faites justement pour manier et driver tout ça? Alors justement, la question est très complexe. Le handicap, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'accompagnement que court la personne. Parce qu'on peut accepter une personne qui a un handicap assez lourd, mais si la PCH est assez importante, on peut... En fait, la PCH, si jamais on ne sait pas ce que c'est la prestation de la compensation du handicap. Donc, si une personne a une grosse prestation de compensation, on peut accompagner tout le monde, en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais si on a un gros handicap, si on a assez d'heures pour la journée pour qu'on s'occupe de lui, on peut accueillir tout le monde. Parce qu'on aura le personnel pour s'occuper. C'est ça le plus important. C'est d'avoir le personnel adapté, le personnel formé pour les personnes qu'on accueille. D'accord. Oui. Donc oui, on peut accueillir tout le monde, mais avec du personnel adapté. Non, mais la question, elle est très pertinente, parce que l'handicap, il est très vaste. Il peut y avoir un handicap mental, la schizophrénie, les bipolarités. Il y a de l'autisme, avec TSA, c'est tout trouble de comportement. Il y a des légers handicaps. C'est très, très vaste, de manière générale. Comment les marier tous ensemble, quoi? Voilà. C'est pas gagné, ça. Non, c'est pas gagné. D'ailleurs, on a vu ça cette année. Il y a des personnes qu'on a dit, on peut pas, par exemple, quelqu'un qui fait des fugues, peut pas habiter dans l'habitat partagé où on est aujourd'hui, où il y a des jeunes qui veulent sortir tout le temps. Ça va pas marcher. Il faut décider où tu fermes la porte ou la porte. Non. C'est une question que j'allais poser. Le soir, les portes sont fermées ou sont ouvertes au cas où Non, le soir, il y a quelqu'un qui dort avec eux aussi. En tout cas, qui est là, qui est présent. Dans la maison. Dans la maison. Et les portes, on les ferme. Mais chacun a sa chambre, son lit. Et exactement. son unité. Exactement. Chacun dans sa chambre. Mais donc, le handicap, c'est complexe. Et l'habitat partagé, on fait avec les parents. Donc, pour le moment, par exemple, là-bas, au Bain, on a beaucoup de places. Donc, on peut envisager aussi des handicaps, des unités peu plus petites pour s'il y a du trouble de comportement, des TSA. Et comme elle a dit Lisa, si on a assez d'heures PCH, on peut trouver des solutions. Ça se trouve une solution. Par contre, on n'est pas médicalisé. On a un médecin, docteur Alfred Getz, qui est notre docteur, qui est sur place. Il a une commission aussi d'accueil avec Monsieur Cherki, Ilan Cherki. On a une petite commission d'accueil pour savoir qui rentre ou pas. Mais c'est vrai que si ça commence à avoir beaucoup de soins, c'est pas pour nous. Voilà, c'est une responsabilité qui est lourde à prendre, quoi. Ouais. C'est là où je voulais en venir, quoi. Je veux dire, j'imagine qu'il y a malheureusement des personnes qu'on est obligé de refuser par rapport à l'handicap, par rapport bien sûr. Par rapport au comportement, parce que tout le monde n'est pas associable automatiquement, quoi. C'est notre, c'est pas évident. S'il a 12 soins, c'est compliqué. S'il a de troubles de comportement aussi, c'est compliqué. Mais de troubles de comportement, on peut peut-être encore gérer. Je dis bien peut-être, surtout à Aubagne, il a beaucoup de place. On verra déjà avec le comité en interne. Mais s'il a beaucoup de soins, c'est plutôt si la personne c'est en EHPAD ou des autres. Et donc depuis que vous avez créé ces unités, est-ce que il y a des gens qui sortent de là après? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui viennent passer quelques semaines, quelques mois, qui ont besoin peut-être de ce confort, de cet amour qu'on leur apporte, et qui après retournent chez eux à la maison? Non, non, jamais.
Non, pourquoi pas? Parce qu'on a par exemple l'exemple de Yoni, qui a un handicap moteur, qui même il fait les courses pour nous, il fait plein de choses pour nous, il gère beaucoup de choses dans la maison, il aide, mais il a quand même un handicap moteur important. C'est un handicap moteur, peut-être avec la recherche, sinon avec le Mashiach, qui arrive très vite. Là oui, mais sinon, tant qu'il s'est pas fait, il a besoin de cette adaptation. Donc il pourra pas. Et j'imagine qu'il y a une liste d'attente assez importante, non? Il y a une liste d'attente. C'est pour ça qu'on a dit on va ouvrir au bail, parce qu'on a vu la nécessité. Mais non, entre la liste d'attente et la réalité, c'est souvent en urgence. Souvent en urgence, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui disent non, j'ai les gardes. Je sais qui, souvent les tuteurs, non, je sais moi que c'est bien faire. Donc c'est quand ça arrive qu'on peut plus, qu'on va essayer de trouver une structure. D'accord, parce que ça doit être aussi douloureux de refuser des gens que parfois les accepter, quoi. C'est pas évident de refuser totalement. quelqu'un. Totalement. Quand on voit que c'est pas adapté à une personne qui voulait venir, c'est pas évident de lui dire malheureusement tu ne peux pas rester, c'est même très compliqué. C'est douloureux. Surtout qu'en fait, moi je me rappelle très bien quand Michael venait en parler au début, avant qu'il y ait toutes ces structures bien installées, il expliquait que l'enfant ou le parent, enfin la personne qui a entre guillemets cet handicap, bien que ce mot tu l'aimais pas, je me rappelle, qui est extraordinaire, que pour les accompagnants, c'est aussi important de se reposer de temps en temps. Ah oui. J'imagine que c'est... Oui, pour les aidants. On appelle ça les aidants. Dans toute maladie, quelle qu'elle soit, l'aidant en général, c'est celui qui prend tout sur la gueule. Excusez-moi de l'expression, mais je veux dire, dans des maladies compliquées comme l'Alzheimer ou quoi, je veux dire, le conjoint ou la personne qui est là à côté souffre parfois presque autant, quoi. C'est un peu peut-être égoïste que je dis là. Mais c'est pas évident. Et de le soulager ou de la soulager... de cette permanence anxiété et de toute la journée, je veux dire, c'est important de pouvoir de temps en temps se dire aujourd'hui je relâche. Oui, c'est pour ça qu'il faut trouver le bon équilibre, et c'est pour ça aussi que les aidants, il faut qu'ils soient bien, parce que si eux-mêmes ne sont pas bien, comment ils vont être là pour les autres? Exactement. Donc à Aubagne, on a prévu aussi un accueil de répit qui vont pouvoir laisser pour quelques jours même les mineurs ou les majeurs pour quelques jours, et au moins ils respirent un peu, il revient, et après il revient chez eux à la maison dans leur Alors une question après, je vais vraiment vous laisser parler parce qu'il reste que 2 ou 3 minutes d'émission, ça passe très très vite. Oui. Elisa est un cadeau d'émission finalement, tu vois, ça déboule tout seul. Donc j'ai bien compris que ce sont des adultes qui sont dans la maison. Est-ce qu'on peut avoir une autorisation pour avoir aussi des mineurs? Comment ça se passe? Les mineurs, c'est plus compliqué. Ça veut dire qu'en général, il faut passer par des agréments. Et des agréments, ça veut dire qu'il faut passer par des appels d'offres. Et ça veut dire que tu peux pas aussi choisir qui vient pas. Donc c'est un peu plus compliqué. Certaines choses on peut faire par des mineurs. Je profite à dire aussi que monsieur Benhamoud de Silence des Justes, il vient d'ouvrir une petite structure pour des mineurs ici à Marseille. Donc c'est bien, il n'a pas que Beyachad, voilà. Et Beyachad font un travail énorme, hein. Mais mineurs, on reçoit déjà à la Rose, les mineurs, toutes les vacances scolaires, c'est chez Ina Rosenthal, ma femme qui est responsable, tous les week-ends, ou un week-end sur 2, ils viennent dormir sur place. Voilà, c'est la question que j'allais poser. On fait ça déjà. En interne, on les fait. Mais on aurait voulu faire plus, parce qu'il a un vrai besoin. Et oui. Donc c'est ça, voilà, grâce à Dieu, voilà, grâce aux moyens que la communauté nous donne, que tout le monde nous donne, on peut essayer de faire les dimanches. On a notre projet le dimanche qu'on fait, on fait des sorties pour tout le monde là, ouvert, des majeurs, mineurs, des choses magnifiques. On a aussi des visites à la maison. On a un groupe de filles qui vont à la maison donner des cadeaux de Bishvat. Là, c'était Hanouka, qui vont pour ceux qui viennent pas aussi. Donc on essaye, dans l'esprit du Rabbi, de toucher chacun comme on peut les toucher. Moi, je sais que dans tous les petits films que vous montrez régulièrement, je suis très ému par ce qu'on appelait les binômes, c'est-à-dire ces jeunes adultes, ou ces adolescents plutôt, qui parrainaient un enfant pour l'accompagner dans la vie tout simplement, qui soulageaient donc les parents d'un côté et qui amenaient tout l'amour qu'il fallait à ces enfants, et il y avait une accroche qui était quand même assez exceptionnelle. Oui, le mot c'est l'amour, le mot c'est le sourire, le mot c'est voilà, un petit peu de détente, un moment de détente. Ouais. Bon. Je vais vous laisser le mot de la fin, un petit mot. Non, le mot, je vais finir avec ce que vous avez dit au début, qu'il a toujours l'espoir, et qu'Hachem sait ce qu'il fait exactement, et qu'on connaît la fin de l'histoire, c'est le Mashiach, avec tout le monde qui sera en bonne santé, joyeux, nos otages, tout le monde, voilà, avec le monde entier qui sera là. Et on enverra ce message à toutes les radios françaises et les télévisions françaises qui n'ont pas bien compris ce qu'était l'histoire du peuple juif. Lisa, un petit mot.
Pareil, hein, en espérant qu'on continue sur cette lancée et qu'on fasse au mieux le plus longtemps possible. Bon, Merci en tout cas de savoir reçu. Que Dieu vous bénisse à vous, parce que ce que vous faites, beaucoup. c'est exceptionnel et j'ai toujours un grand plaisir de vous recevoir. Vous êtes ici chez vous. Bonne fin de semaine à tous, je vous embrasse. Shabbat Shalom, un peu à l'avance et à la semaine prochaine avec les mouvements de jeunesse. משה אומר, אני רוצה לרקוד. La Vérade, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.